On est à la 4e séance d'optimisation discrète. Je commence avec un exemple de question que vous pouvez avoir même pour l'examen. Comment je vais procéder? Je vais donner un tout petit programme linéaire en nombre entier, vous suivez, Z+. Quand je dis Z+, positif, une contrainte en rouge et une contrainte bleue. Vous voyez l'espace de solution ici, vous vous rappelez, je m'intéresse qu'aux solutions entières, les points noirs. Ok, déjà si vous regardez de tête, vous comprenez, c'est pas si simple à trouver la solution optimale en nombre entier, parce qu'il faut comparer les choses. Comment je vais procéder pour n'importe quel sujet que je donne à l'examen? Je vais donner ici le carré rouge, la solution optimale du programme continu. Donc, croyez-le pas. Vous me suivez, la solution optimale en nombre réel, c'est ça. Est-ce que c'est par hasard que ça se trouve à l'intersection de deux contraintes? Est-ce que ça aurait pu être ici? Non. C'est toujours sur un sommet du polytope qui représente la zone réalisable. Ok? Elle ne sera jamais non plus à l'intérieur. Ça ne peut pas être ici non plus. Par contre, si je me place en nombre entier, malheureusement, ça peut être à l'intérieur, et c'est un peu ça qui complique les choses. Donc, je vais donner à l'examen la solution en nombre réel. Admettons que j'ai x1 à 1, quelque chose et x2 c'est ça. Et là, il va falloir dérouler un algorithme de branch and bound pour résoudre donc un nombre réel. Ok. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Donc, il va falloir faire des branches un peu comme ça. Donc, mais attention, il y a plusieurs manières. Là, c'est juste un exemple. Donc, je reviens. Retenez ça, s'il vous plaît. Tac, tac, tac. 8, 3, 20. OK. C'est pas tout à fait le même problème, mais c'est le même principe. Là, c'est un autre exo où la solution est par là. Toujours comme ça, on aura la solution en nombre réel. Il va falloir faire deux branches. Ici, j'ai fait du branching sur la première variable. Vous pouvez faire comme ça, comme dans ce slide, mais ce que je vous conseille à l'examen. Vous avez la variable x1, par exemple, la première. Comment vous allez résoudre? Au lieu de faire, pour faire le plus vite, au lieu de faire ça, au lieu de faire deux branches comme ça, parce que c'est le même principe, si la valeur réelle est quelque chose strictement entre 1 et 2, si vous faites ces deux branches-là, vous coupez la solution non entière que vous avez trouvée. C'est tout ce qui vous intéresse. Donc si vous faites ça, pour un problème similaire, je peux revenir tout de suite, vous allez avoir une zone réalisable, vous suivez là, donc x inférieur à 1 et la zone réalisable là. Ça, c'est une manière de faire. Une deuxième manière de faire qui va être plus rapide, je peux faire presque sans vraiment faire de calcul, c'est pour la variable x1 de considérer toutes les valeurs entières possibles de x1. Qu'est-ce que je peux avoir comme valeur entière pour x1? 0, 1 ou 2. Ouais. Et là, vous pouvez, ici, si je fixe x1 égale à 0, on peut faire presque le calcul de tête. Ça veut dire que je me retrouve avec une seule variable, x2. Et ma zone réalisable, ça va être tout simplement ce segment-là. Parce que je fixe x1 à 0. Et là, qu'est-ce que je vais avoir comme calcul à faire? Imaginez ce point. Oui. En fait, vous prenez ce programme-là et vous ignorez x1. C'est annulé x1. Je peux calculer même de tête. Je vais avoir max x2 sous la contrainte. Cette contrainte en rouge et cette contrainte en bleu. Donc, quelle va être quelle contrainte parmi les deux est la plus forte?
La bleue est plus forte. Vous voyez pourquoi? Parce que si je multiplie ça par 2, ça revient à 6x2 inférieur à 40. Donc, comme vous voyez même sur l'image, la bleue, elle me force à une valeur max de x2 de presque 5. Et la rouge, elle passe beaucoup plus loin. Donc, vous voyez, si c'était 6x2 inférieur à 30, la droite bleue aurait été juste légèrement plus haute. Et j'aurais eu comme solution x2 égale 5, là. Là, comme c'est 29, x2 égale 5, ça va violer la contrainte. Donc, je vais avoir 29 sur 6, qui est bon, c'est presque 5, d'accord? 4,87, un truc comme ça. Ok, même pas besoin d'écrire, d'accord? Donc, du coup, cette branche-là, je me retrouve avec cette valeur de x. Et par la suite, je me pose la question. Vous avez un peu de liberté à partir de ce moment-là. Vous avez un peu de liberté, vous voyez? Quel est le plus simple à faire? Je reste dans ce cadre-là, x1 égale 0. J'ai trouvé une borne sup pour cette branche-là qui est presque 5. Du coup, notre max là-haut, c'est 2 fois 0 plus presque 5. Donc, notre max, il est lui-même borné par 5. Oui. Dans cette branche-là, lorsque je fixe x1 égale à 0, le max, il est borné. Mais, est-ce qu'à partir de cette solution, x2 égale 4, quelque chose et x1 égale 0, je peux trouver une solution heuristique entière? Ici, vous avez le droit un peu de créativité. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez une solution. x2 égale 4. Je peux prendre x2 égale 4, ça veut dire que je prends la partie fractionnaire, non, la partie entière de la solution. Dans un programme linéaire, vous allez avoir un programme linéaire comme ça où tout est positif. Ouais, dans un programme linéaire où toutes les variables, tous les coefficients, tout est dans un monde positif. Si vous prenez la partie entière d'une solution fractionnaire, vous restez réalisable. Vous voyez, vous me suivez? N'hésitez pas à m'interrompre. S'il y avait moins 3x2, je n'aurais pas pu jouer comme ça. Mais vous allez avoir des programmes où tout est positif. Ça veut dire qu'à partir de votre solution x2 égale 4, machin, la partie entière, x2 égale 4. Donc, brancher sur x2 et faire 4 et 5. Oui. Et voir que 5, Oui. c'est pas possible. Oui. Vous aurez pu aussi faire 4 branches sur x2, 0, 1, 2, 3, 4. Mais grâce à cette heuristique-là, vous pouvez faire un peu plus vite parce qu'on est un peu malin. Pourquoi? Vous avez une borne sup de 4, quelque chose et vous avez une solution qui vaut 4. Donc du coup, la solution optimale de cette branche-là, ça va être 4. Ok? En fait, c'est ce point-là. Je trouve ce point-là qui vaut 4 et je peux facilement constater que lorsque je me borne à x1 égale 0, je peux réaliser 4, mais je ne peux pas réaliser plus que 4 parce que je ne peux pas y toucher le 5. Donc, pas vraiment besoin du branching. Vous pouvez le faire, je vous donne tous les points si vous faites 4-5 branches. Après, on branche avec des inégalités, pas avec des égalités. Oui. Si on trouve, évidemment, Oui. facile, on dirait pas Oui, facile. oui. Sauf que si vous faites, par exemple, si vous branchez un truc genre supérieur à 3 et inférieur à 2, vous risquez d'avoir... Toutes les solutions sont possibles. Pour moi, tous les coups sont permis quand on résout un problème scientifique. Mais j'essaie de faire un peu la solution qui m'est venue à l'esprit le plus vite comme la plus rapide. Peut-être que c'est même pas vrai. Mais à partir de là, je sais que pour ce programme-là, je peux gagner un profit de 4 déjà. Un nombre entier. D'accord? Qu'est-ce qu'il me reste à faire pour la suite? Il me reste encore 2 branches à étudier. La deuxième branche, ça va être x1 égale 1. x1 égale 1, ça veut dire que notre zone réalisable, c'est ce segment-là.
Et que va se passer ici? Je peux faire le calcul ou pas? D'abord, par exemple, je fais le calcul pour que les choses soient très 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 pédagogiques. Après, je vais vous dire pourquoi j'aurais pu même me passer du calcul au sens numérique, arithmétique. Qu'est-ce que j'ai ici? Je remplace x1 avec 1. Ça me donne max 2 plus x2 sujet à la contrainte 8 plus 3x2 inférieur à 20. La rouge, 6 plus 6x2 inférieur ou égal à 29. Je passe le 8 à... J'enlève 8 des deux, ok? Oui, oui. Si je divise par 3, x2, c'est équivalent à x2 inférieur ou égal à 4. Et celui-là, je passe le 6, j'enlève 6. Au lieu de 29, j'ai 23. Je divise par 6, x2 inférieur à 23 sur 6, qui est un truc presque 4. C'est un truc genre 3,8 machin. À peu près 3,8. En fait, si vous regardez bien ici, la contrainte rouge, vous voyez, elle passe par ce point-là qui est 4. Là, si j'avais que la contrainte rouge, j'aurais pu aller sur ce segment-là jusqu'ici, jusqu'à x2 égale 4. Elle m'aurait permis d'aller jusqu'ici. Mais à cause de la contrainte bleue, elle me permet d'aller seulement jusqu'à 3,8. Donc la solution, même en nombre réel, pour x1 égale 2, elle va jusqu'à... La hauteur bleue, c'est-à-dire... Oui, donc je vais écrire. Ça va faire... je vais écrire solution optimale 2 plus 3,8, d'accord? Quand vous voyez 0,8, vous comprenez 8 et quelques. Mais ça ne change pas le principe. Approximativement 5,8. Ok, donc du coup, on est là. Géométriquement, en fait, quand x1 vaut 1, on a que c'est là. 4 candidats, 4 positions Oui. Comme candidate pour être une solution entière. Oui. Et en fait, on voit bien que les x2, c'est-à-dire les hauteurs, en fait, elles sont toutes en dessous de la courbe bleue et de la courbe Tout à fait. rouge. Oui. Et ça correspond à nos deux inégalités Oui. qui sont là. Oui. Et du coup, 3,8 c'est la hauteur bleue. Oui. Donc géométriquement, c'est ça. C'est assez clair. C'est assez clair. Maintenant qu'on a nos x2, on sait qu'il est inférieur à 3,8. C'est pas difficile en regardant le max qui vaut 2 plus x2. On sait que le max il va être atteint avec le x2 le plus haut possible. Tout à fait. Et donc on sait que c'est la bille qui est encore Oui. en haut. Donc je vais écrire le x2 entier le plus haut possible. C'est la partie entière de 3,8 qui est 3. Donc pour x1 égale 2, la meilleure solution en nombre entier c'est ça. Donc ça me donne solution entière x1 égale, c'est ça la branche, x2 égale 3 de valeur 5. Je peux gagner 5 sur cette branche-là, je dépassais la branche précédente, d'accord? C'est bon? C'est question des remarques? Ok, donc jusqu'ici, j'ai une solution qui vaut 5. C'est celle-ci. La dernière branche, c'est... x1 égale 2. Oui. x1 égale 2, ça veut dire que je vais optimiser sur cette zone-là. Alors on voit que le x2, c'est le même raisonnement tout à l'heure, le x2 est en dessous de la courbe rouge et de la courbe bleue. Vous comprenez, avec le même raisonnement que tout à l'heure, dites-moi si vous voulez que je refasse le calcul. Mais donc c'est pour ça, si vous pouvez faire la figure,
Je ne suis pas sûr de vous donner la figure, je peux vous la donner ou pas. Mais si je ne vous donne pas la figure, si vous pouvez la faire, mais bon, c'est peut-être un peu compliqué. Je peux la donner. Ouais. Si je donne la figure, vous comprenez que si j'optimise sur cette zone réalisable-là, la meilleure solution en nombre réel, c'est de prendre x2, ce point-là, d'accord? Et la solution en nombre entier, ça revient à prendre ce point-là. Donc, vous comprenez? Dernière branche pour x1 égale 2. J'ai solution donc en nombre réel x2 égale, je pense que c'est 2,33, un truc comme ça, parce que c'est un truc sur 3 à cause de la contrainte rouge. Donc solution en nombre entier, x2 égale, corrigez-moi, non, c'est pas 1, non, merci beaucoup, oui, 1, ok, c'est ce niveau-là, ici, ok, ok, pas de confusion, j'espère, corrigez-moi, arrêtez-moi. Donc x2 égale 1, de valeur 5. Et comme ça, j'ai trouvé deux solutions en nombre entier qui valent 5. En fait, ce truc-là ou ce truc-là, ces deux solutions ont une valeur objective de 5. D'où le besoin d'explorer toutes les branches si on veut trouver toutes les solutions. Donc, faire résoudre un programme comme ça, c'est bien. Ouais, c'est peut-être une bonne idée. Je vais vous fournir, je vais peut-être vous donner la figure comme ça. Vous pouvez aussi raisonner sur la figure parce que je suis pas un prof très procéduriste, par exemple, qui va vous embêter si, je sais pas, ouais, vous comprenez, pour moi c'est pareil que j'ai x2 égale 1,3 ou 1,7 ou 1,6. Donc si vous voyez cette logique, c'est tout ce qui m'intéresse moi, plus que le calcul exact. Vous voyez, du moment où pour moi c'est de bien positionner les variables qui doivent être entiers. Si j'ai un truc entre 1 et 2, strictement à l'intérieur, c'est tout ce qui m'intéresse. Ouais. Je me rends compte en fait avec le dessin que intuitivement, moi j'aurais pu penser comme ça que quand on a la solution réelle, la solution entière elle est pas loin, elle est dans un voisinage immédiat. Et on se rend compte sur le dessin que c'est pas le cas en fait. Parce qu'en fait les deux solutions entières qu'on a trouvées qui donnent une valeur de 5, il y en a une qui effectivement est très très proche du carré là. Oui, c'est ça le problème. Mais la deuxième elle est beaucoup plus éloignée que notre solution qui était en haut à gauche. Oui, parce que si ça aurait marché cette astuce, le problème aurait été très simple. Ouais. Et là, on voit que je peux faire. Voilà, pour explorer un peu la question, vous comprenez, si je bouge un peu la fonction objectif, vous voyez, je peux distinguer les deux solutions. Parce que par exemple, cette solution, vous voyez, x2 égale 3. Si au lieu de x2, j'ai 0,99 x2, il me semble que cette solution va devenir optimale. Ouais, et du coup, on est encore plus éloigné. Et là, dans ce cas-là, c'est sûr. Enfin, ouais. De toute façon, l'idée générale, c'est que si on modifie un tout petit peu les coefficients des variables ici, la solution optimale peut facilement sauter d'ici ici. Donc, la logique combinatoire du problème fait qu'il peut y avoir beaucoup de trompe-l'œil, si vous voulez. Okay, donc vous avez vu, je pense que à l'examen il peut y avoir ce type de questions. C'est le dernier exercice du TP, c'est la même.
Est-ce que c'est tout à fait le même... Oui, C'est pas exactement le même chiffre, mais il n'y a pas le dessin, mais c'est le même oui, problème. oui, parce que en fait, même dans les slides, je ne vais pas faire peut-être en détail d'autres exemples, mais on modifie les chiffres, on modifie un tout petit peu le nombre de branches. Il y a plusieurs manières de faire le branching. Comment vous auriez pu gagner ici une branche, si vous voulez? Mais je me suis rendu compte après coup. Si j'avais commencé avec x1 égale 2, j'aurais pu trouver les deux solutions entières qui valent 5. Vous comprenez? Vous auriez pu gagner encore plus de temps. Et quand j'arrive à x1 égale 0, je réalise que la solution en nombre réel vaut 4 et quelques, presque 5. Donc on coupe tout de suite. Et vous comprenez, dans les solveurs, vous voyez, mine de rien, l'ordre d'exploration des branches peut changer les choses. Donc, je pense que ça peut être pas nécessaire de faire d'autres exos de branching, mais si vous suivez les slides, ce que je disais tout à l'heure, ça a l'air d'être pareil. Quelle est la différence? Le même objectif, je me permets, et je pense que je change un tout petit peu au lieu de 20, c'est 22. La solution optimale va changer un peu. Et je l'ai déjà dit. Vous pouvez faire le branching, soit vous fixez pour une variable les valeurs entières possibles. Mais si je veux couper cette solution-là, qui est pour x1 entre 1 et 2, je peux faire ça. OK? Et x1 supérieur ou égal à 2. Ici, dans la première branche, vous voyez encore une autre solution fractionnaire. Mais ici, j'ai de la chance pour x1 supérieur ou égal à 2 pour ce problème. Ça se voit pas trop, mais la solution en nombre réel va être entière sur cette branche-là. On a eu de la chance, parce que vous comprenez, si la solution en nombre réel d'un problème est entière, la question est terminée. La question est bien décidée. Donc, ce qui se passe ici, voilà, d'une certaine manière, ça peut aider dans ce cas-là. J'ai 6, et ici, la gauche, j'ai 6,33, et j'ai besoin de branching. Pourquoi? C'est pas entier. Si c'était, je sais pas, si c'était 2,9, je dis n'importe quoi, j'aurais pu arrêter. J'aurais pu arrêter si c'était une valeur inférieure au 6 que je vois ici. Après, comment il faut encore une couche? Si vous voulez dans l'arbre, je vais continuer, vous allez voir une deuxième couche. Donc ici, c'est ce que je viens de discuter, c'est là. Ici, j'ai trouvé 6. Ici, je fais le branching. Et ici, pour x2, donc vous comprenez, je reviens en arrière, x2 c'était 4,3. Je fais encore deux branches, comme c'était 4,3, pour couper 4,3, j'ai inférieur à 4 ou supérieur à 5. Cette branche, elle est facile, parce que la valeur max sera plus petite que la borne inf de 6, que j'ai ici. Vous allez tout de suite couper ça. Et ici, je trouve une solution entière de valeur 6. Donc comme ça, j'ai une solution ici, 2,2, et ici, je dois avoir 1,4. Qui est pour... Oui? Et au départ, quand on choisit de brancher, vous allez toujours donner un branchement sur X en mettant la partie fractionnaire la plus grande sur X1, du coup? C'est pas sûr, mais c'est possible. Parce que du coup, sinon, on peut choisir de... Enfin, on Bien part sûr. sur X2 après, si jamais... Dès le départ, vous partie auriez pu... fractionnaire plus grande. Oui, vous auriez pu déjà faire le branching à partir de là sur X2. Non, mais, oui, mais normalement, on choisit là où il y a la partie fractionnaire la plus grande, on faire commencer le branching. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Oui, ça veut dire si... Plus c'est fractionnaire, plus la valeur d'une variable c'est fractionnaire, ça veut dire que plus vous allez gagner quand vous allez faire les deux branches ou vous vous éloignez de cette valeur. Ça veut dire quoi? Plus c'est fractionnaire? Plus ton virgule truc est plus grand.
Genre si tu as virgule 2 et virgule 4, tu vas prendre le virgule 4. Ah d'accord. Ok, la partie décimale. La partie décimale. Si c'est presque entier, par exemple, généralement, c'est mieux de faire le branching sur la variable la plus fractionnaire, comme stratégie générale. J'ai du mal à voir ce que ça apporte, parce que virgule 2, virgule 5, de toute façon, on va couper en partie entière, et ça va donner la même découpe. Oui, mais regardez ici. Cette solution, vous voyez, en fait, on coupe cette zone-là, c'est ça l'idée. Si ma solution est presque ici, je sais pas, on va presque pas la couper et on va se retrouver avec une des branches qui aura presque la même valeur objective que la branche mère, si je peux parler comme ça. D'accord. Donc, vous n'allez pas diminuer la valeur objective de beaucoup. Mais le raisonnement, il n'est pas, disons, déterministe. Ça change rien. Ça change rien. C'est une intuition, une heuristique. À ma connaissance, beaucoup de solveurs branchent souvent sur les variables les plus fractionnaires d'abord. D'accord. Enfin, moi, j'aurais eu tendance à penser que passer à l'inverse. De 0,5 plutôt que de dire plus c'est grand, en fait. Non, c'est ça ce que je veux dire, la variable la plus fractionnaire. Plus, Proche de 0,5. c'est plus de 0,5, oui. D'accord. Plus la partie décimale est proche de 0,5. Plus ça découpe bien. Oui, plus ça découpe bien. Donc peut-être pas besoin de faire d'autres exos de branching, vous avez compris l'idée. Il y a d'autres exos dans les slides que vous pouvez regarder. La partie théorique, je veux la finir avec une dernière notion que vous trouvez dans les solveurs, c'est les coupes. Vous vous rappelez ces deux contraintes avec les coefficients? C'est les contraintes du problème du cambrioleur comme je les avais présentées au début, vous vous rappelez? Ça c'était le poids, sac à dos de 20 kg. Ok. Là, je vais pas faire du branch and bound, je vais éviter le branch and bound. Comment je vais tricher un peu? Enfin, quand j'utilise le mot tricher, vous comprenez. Je fais des choses astucieuses pour éviter les branches qui peuvent faire mal si on a 1000 variables. Comment je vais tricher? Je regarde les deux contraintes. Que se passe-t-il si je divise la contrainte rouge par 8 et la deuxième par 6? Faisons ça. Faites le calcul, ça me donne ça. Vérifiez le calcul, si vous voulez. Je peux me tromper. Pédagogiquement, je dois l'avouer que si jamais un prof se trompe dans les calculs et les auditeurs le voient, c'est bien. Mais j'espère que je ne me trompe pas ici quand même. Ok. Là, il y a une astuce. On travaille en nombre entier. Que se passe-t-il? Tout est positif. Que va se passer? Comment je peux travailler la chose? Si je remplace dans cette contrainte le 0, machin par 0, je diminue la valeur. Ok. Donc, je prends tous les coefficients de la contrainte, je prends la partie entière de chaque coefficient. Un autre exemple, juste pour, voilà, j'ai 2,3x, j'écris comme ça, x1, plus 4,2x2, plus 6,3x3, je dis n'importe quoi, inférieur à 19,2. Disons que je pars de ça. Ok. Que se passe-t-il si je prends la partie fractionnaire de chaque terme? Ça me donne 2x1 plus 4x2 plus 6x3. Qu'est-ce que je peux dire de cette valeur? La combinaison linéaire, elle est plus faible. Elle est plus faible. Que des coefficients positifs. Donc, oui. Je peux écrire comme ça. Je peux écrire que ça, c'est plus petit que ça. Ok? Plus petit que 29,2. Vous êtes d'accord? Cette valeur-là, comme j'ai pris des coefficients entiers,
lorsque je travaille en nombre entier, cette valeur, ça va toujours donner une valeur entière, cette somme-là. Est-ce que la valeur de cette somme, alors, est-ce que ça peut être 19,1? Est-ce que ça peut être 19,19? Quelle est sa valeur max, en fait? Je sais que cette somme-là, c'est 19. Je sais que c'est... Oui. Donc, en fait, je prends la partie entière de chaque coefficient et la partie entière de ce truc-là. Donc, j'ai comme conclusion, donc ça veut dire que ce truc-là, donc je répète, c'est un truc entier. Je sais qu'il est inférieur à 19,2 grâce au raisonnement que j'ai évoqué ici, mais en fait c'est 19 parce que c'est entier. Donc du coup, si je prends une contrainte avec des coefficients positifs et j'arrondis chaque coefficient à sa partie entière, la contrainte reste valide. Vous voyez le raisonnement? Donc du coup, pour mes choses ici, je vais arrondir ça à 0, ça à 2 et ça à... Donc, ça me donne ces deux contraintes-là que je déduis à partir des premières contraintes. Ok, pourquoi ça m'intéresse? Regardons. Donc, gx inférieur ou égal à 2, x inférieur à... J'ai ça. Retenez ça, s'il vous plaît. Au moins, retenez ça, x inférieur ou égal à 2. Retenez ça, s'il vous plaît. C'est le plus simple. Je reviens au problème du cambrioleur. Où est-ce que c'était... Vous voyez, ça c'est le problème du cambrioleur dès le départ. Si j'ai x inférieur ou égal à 2, comme contrainte que je viens de moi de déduire, en fait, je peux ajouter ici une troisième contrainte, par exemple de couleur verte, qui va me diminuer un peu la zone réalisable. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait si j'ai une zone réalisable en nombre réel plus fidèle par rapport au point noir. J'approxime le point noir par des contraintes linéaires d'une manière plus fidèle. Je ne peux que gagner lorsque je fais le branch and bound plus tard. Ça s'appelle des coupes, on les appelle des coupes. Et lorsque vous allez utiliser plutôt CBC, pas GLPK, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Des fois, il dit cuts added en anglais. Cuts coupe. Il fait ce genre de calcul et il ajoute des coupes. Il dit cuts added parce que l'idéal, c'est de travailler ça. Et quel est l'avantage si jamais... Donc, excusez-moi, je reviens sur la zone regardez, ça c'est la zone réalisable comme je l'avais définie comme ça, sans aucune manipulation grâce à des coupes, la zone réalisable d'origine. Quel serait l'avantage si jamais j'arrive à avoir une zone réalisable comme celle-là? Donc, grâce à ces deux contraintes, quelles sont les deux contraintes que je viens de trouver? Vous vous rappelez? Je fais trop vite peut-être, donc j'avais... Ça, c'est les deux contraintes que j'ai générées. Et j'ai une autre zone réalisable comme ça. Que pensez-vous? Ouais, j'ai manipulé la zone réalisable. J'obtiens quelque chose. Elle est plus restreinte. Oui, elle est plus petite. Mais on Oui. n'a pas perdu les points entiers, en fait. Oui, on a perdu les points entiers. Enfin, par exemple, vous voyez, ici, ça passe vraiment par des valeurs entières ici. Quand je calcule les relaxations, je vais tomber sur une valeur entière et ici aussi. Mon idéal de zone réalisable est la suivante. Mon idéal comme zone réalisable pour le problème de départ, c'est d'avoir ça. Si jamais je peux décrire ma zone réalisable comme ça, qu'est-ce que c'est très 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 sympa ici, si j'ai cette zone réalisable pour le même problème. Par rapport à... Là, vous avez rajouté la frontière rouge, là. Oui, ça, on va la discuter plus tard. Mais disons que j'arrive à la calculer, ça. D'accord. Mais quel est l'avantage si j'arrive à faire ça? Vous voyez quel est l'avantage d'une telle zone réalisable? Bah, la solution entière, c'est un des sommets, en fait.
En fait, chaque sommet de ma zone réalisable, c'est une solution entière. Ça veut dire que je n'aurai pas besoin de branching. Je résous ça en nombre réel. Comme chaque sommet c'est entier, j'ai la solution entière grâce à l'appel classique. Donc on avait un problème avec des coefficients réels. On a pris les parties entières pour le transformer en un problème avec des coefficients entiers. Et ce problème avec les coefficients entiers nous donne une figure géométrique dans laquelle on a une zone plus restreinte, mais on n'a pas perdu les points entiers. En fait, si j'utilise que les deux contraintes que je viens d'avoir tout à l'heure, j'obtiens ça. C'est pas fini. Mais je veux dire que j'aspire à trouver ces zones réalisables. Excusez-moi, je vais recharger les slides pour vous montrer la première zone réalisable du problème. Et on va comparer les deux. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est pas la même échelle, mais c'est ça. Est-ce que vous voyez, c'est les mêmes zones réalisables, pas tout à fait la même échelle, vous voyez, dans les deux figures, mais vous comprenez? Ça, à gauche, c'est la zone réalisable d'origine, avec les contraintes qu'on nous a données et qu'on n'a pas manipulées. Et ici, j'essaie de manipuler mes contraintes pour avoir ça. Donc, quel est l'avantage ici? À droite, ouais, à gauche, j'ai des sommets fractionnaires. Ici, j'ai que des sommets entiers. Donc, si je résous le même problème grâce aux contraintes de la figure à droite, je suis sûr d'avoir une solution. Je suis sûr d'avoir une solution entière et ne pas avoir à faire des branches. Parce que c'est les branches qui peuvent coûter. Des questions, des remarques? Donc je vais finir sinon la théorie avec la dernière question. Je vous ai montré comment faire x1 inférieur ou égal à 2, ça. Je vous ai montré comment faire x1 plus x2 inférieur à 5, qui est cette contrainte-là, vous la suivez. Est-ce que je peux ajouter une contrainte intelligente, une coupe? Comment je peux chercher une coupe pour décrire, ça s'appelle l'enveloppe convexe des points entiers en fait. Cette zone-là, où tous les sommets sont entiers, s'appelle l'enveloppe convexe de points entiers. Il me manque une dernière contrainte que je n'ai pas déterminée, qui passe par ce mec-là et par ce mec-là, si je peux parler comme ça. Il me faut cette contrainte-là. Je ne vois pas du tout comment retrouver la c'est pas facile. Rouge. Donc il y a une autre contrainte du simple fait qu'on est modifié, qu'on est passé en coefficient entier. On doit manipuler d'une manière astucieuse les contraintes de départ pour prouver une contrainte qui passe par là et par là, par ce point-là et par ce point-là. Qu'est-ce que je veux avoir? Je veux une contrainte, je veux AX1 plus BX2. Cette valeur doit être constante dans le point 2,1, qui est celui-là, et le point 1,4. Si vous faites le calcul à tête reposée, en fait, cette contrainte qui me manque, c'est 3x1 plus x2 inférieur ou égal à 7. Qu'est-ce que je veux dire par tout ça? Je vous ai déjà prouvé le slide d'avant comment trouver ça. Et si j'arrive à trouver une méthode intelligente pour me générer la dernière contrainte en bleu, j'ai ce que j'appelle l'enveloppe convexe, ce truc-là. Il suffit d'avoir 2 points pour faire une droite. Oui. Mais ce qui reste difficile, comment je détermine ça? Comment je détermine ça à partir des contraintes de départ? Ça reste difficile. Quelles étaient les contraintes de départ? Vous les avez ici. On peut réfléchir là pour quelques secondes si vous voulez. Est-ce que vous voyez une idée qui nous permettrait d'avoir ça? Si on a un point... Oui, dis donc. Non, vas-y.
si on a un point dans la zone orange, à coefficient entier, forcément ça contredit le fait que... Mais on n'a pas. C'est sûr qu'on n'a pas. Parce que la zone réalisable, ouais, c'est... Quand vous dites zone orange, c'est cette partie-là. Ouais, cette partie. Il n'y a pas de point par là. Point entier, ouais. Oui, on ne peut pas en avoir parce que ça contredirait le fait Oui. que... Mais du coup, est-ce que ça vient pas de là Ça vient un peu de là. l'inégalité? Et donc à nous de réfléchir. Que pensez-vous si... Vous savez ce que je peux faire? Que se passe-t-il si je prends la première contrainte et je la multiplie avec 3 sur 8? Donc je prends la première contrainte, je vais écrire. Donc, la première contrainte, c'est... J'écris ici. Excusez-moi, c'est tout petit, mais je prends 8x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 20 et je multiplie par 3 sur 8. C'est la dernière chose un peu théorique. Qu'est-ce que ça donne? 3x1 plus 9 sur 8 x2, d'accord? Parce que j'ai ce 3 là multiplié par 3 sur 8, 9 sur 8 x2 inférieur ou égal à 20 fois 3 sur 8. 20 fois ça veut dire j'écris comme ça 3 fois 20 sur 8 ou 10 sur 4 ou 5 sur 2, 7,5. On prend la partie entière. Tac, j'ai ça. Et je prends la partie entière de chaque coefficient. Et ça me donne... Ok. Je prends la partie entière. D'accord? De chaque coef, j'écris comme ça. Et ça me donne 3x1 plus x2 inférieur ou égal à 7. Donc grâce à ce type de manipulation de coupe, j'ai une zone réalisable idéale. Vous comprenez que c'est difficile d'automatiser ça. Parce que d'où ça sort que je multiplie par 3 sur 8? Pourquoi pas 15 sur 12? Vous comprenez? Donc là, bon, j'ai triché un peu, mais c'est un sujet actif de recherche. Comment générer des coupes? Parce que si on a de bonnes coupes, on va avoir une zone réalisable plus petite et on va gagner à tous les niveaux. Donc, tous les solveurs utilisent des coupes pour accélérer les choses. Que pensez-vous? Ok, j'arrête alors, si vous voulez, la partie théorique pour aujourd'hui. Donc ça, c'est le dernier cours d'optimisation à nombre entier, comme juste à la partie théorique, c'est fini, d'accord? C'est la base du branch and cut, ça? Ça s'appelle le branch and cut, en fait. Généralement, on commence à... on l'a
Oui, Il faut trouver un coefficient pour multiplicatif d'une des contraintes, d'une des inégalités, oui, pour que après derrière, en repassant en coefficient entier, oui, on se retrouve avec une équation de droite rouge là, oui, qui va passer par deux sommets. qui va être plus proche des points entiers. Et, Salut. voilà. Et par contre, il faut avoir l'intuition de quel coefficient. Il faut avoir l'intuition quel coefficient utiliser. Donc, ça, c'est l'intuition, comment ça marche, si vous voulez. Une autre manière de faire, c'est, donc, disons que j'ai ça. Même si c'est pas idéal, ce qui peut se passer, et je finis avec ça, je peux ajouter pas toutes les 3 coupes d'un seul coup. Vous comprenez? J'ajoute une première coupe. Et même si l'optimum fractionnaire n'est pas entier, il y a 2 choses. Si l'optimum fractionnaire n'est pas entier, il y a 2 choses qu'on peut faire. Du branching, qui peut coûter à terme, ou on itère les coupes. Par exemple, à la première étape, l'optimum de la relaxation linéaire est non entier. C'est ça. Là, on peut réfléchir à une sorte de coupe qui permet, regardez ici, si l'optimum entier est ici, et si j'arrive à ajouter cette coupe-là, l'optimum fractionnaire, il va bouger. Il bouge ici. Et si ici j'arrive à trouver encore une coupe, si seulement l'optimum de la partie de la zone réalisable fractionnaire est entier, je suis bon. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'avoir toute la zone réalisable que des sommets entiers. Regardez ici. Ce sommet, il n'est pas entier. Mais ça m'est égal. Si jamais le sommet optimal est entier, le problème est résolu. Donc, ces coupes-là, on peut les plonger d'un seul coup, toutes les 3. Et si on a de la chance, on aura une zone réalisable comme celle-là. Mais d'habitude, c'est quand même très, 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 très dur d'avoir ça. Et on les ajoute une par une. Okay, donc ça s'appelle le branch cut, qui est un algo de plan coupant. On coupe des solutions non réalisables une par une. Grâce à ce type de manipulation, je multiplie la contrainte par je ne sais plus quoi, je prends les parties entières. Ouais, c'est ça la logique générale, et ça me réduit la solution, la zone réalisable. Donc je peux arrêter ici la partie courte, si vous voulez.